Et à 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est l'écho, Eva Rock, c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le procureur de Paris parle peu, alors forcément quand il accepte de donner une interview au Figaro, on la lit attentivement. Question: comment la menace terroriste évolue-t-elle? Réponse de François Molins: il n'y a aucune raison d'être optimiste. La menace n'a jamais été aussi forte. Depuis fin 2013, le nombre de dossiers liés au terrorisme en France a explosé de 180%, dit-il. Il raconte aussi ce terrorisme low cost, financé par des prêts à la consommation. Les candidats au djihad les souscrivent en sachant par avance que de toute façon, ils ne les rembourseront jamais. Sur les femmes, François Molins précise: nous comptons peu de femmes ayant participé à des actions de combat. Il demeure que nos collègues espagnols évoquaient le cas d'au moins une femme recevant en cadeau de noces une ceinture d'explosifs ajustée sous la robe. Le procureur qui donne un dernier chiffre: nous recherchons actuellement 306 djihadistes. Alors ce n'est pas très rassurant, mais cette interview a au moins le mérite de la franchise. Autre sujet du jour, la réforme du collège. Elle fait la une d'Aujourd'hui en France, de l'Humanité. Dans le Figaro, le philosophe Alain Finkielkraut s'avance. Cette réforme n'est pas progressiste, elle est destructrice. Pour Libération, c'est toujours la même baston, résumée en une question: faut-il privilégier l'égalité ou l'élitisme? La Croix a fait sa une sur les Grecs impatients de sortir de la crise. 20 minutes sur la Grande-Bretagne, Londres d'un doute. Enfin, Réactif, Direct Matin nous parle de la rencontre historique d'hier soir à la Havane. Hollande a vu Fidel Castro. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, un sujet qu'on retrouve partout à la une de vos quotidiens régionaux, la limitation à 80 km/h, dont l'expérimentation a été annoncée hier par Bernard Cazeneuve sur 3 tronçons de route en France. Aucun dans le Midi, regrette Midi Libre, qui ajoute que pourtant, la mortalité sur les routes du Sud explose. Rencontre ce matin dans la Voie du Nord avec les harceleurs de cette famille de Roubaix. Ce sont des gamins de 17 et 18 ans qui justifient leur harcèlement jusqu'à mettre le feu à la voiture de la famille. Je cite: le père de famille a voulu faire sa loi. C'est normal qu'il y ait des représailles. Nice Matin crie au loup. Aujourd'hui, les attaques contre les troupeaux ont augmenté de 65% depuis le début de l'année. Les bergers désespèrent. L'histoire du jour fait la une de Nord Littoral, Marion, avec une vidéo accablante pour des CRS. Nord Littoral qui titre: violence sur migrants, une vidéo piège des CRS. Une vidéo de violence sur des migrants donc aux abords du port de Calais. Elle a été réalisée et montée par des militants de l'association Calais Migrants Solidarity. C'était mardi 5 mai, mardi dernier, à 8h sur la rocade portuaire. Nord Littoral décrit des migrants soulevés et projetés par des policiers par-delà la barrière de sécurité de l'autoroute A16, des jets de lacrymogènes, des coups. Ce sont différentes séquences qui traduisent une réelle violence, notamment lorsqu'un CRS essuie pieds et genoux sur quelques hommes. Des images qualifiées de propagande anti-CRS par le délégué régional CRS Alliance dans Nord Littoral. Johan Cavallero affirme que le clip a été monté. Forcément, on ne voit pas le début, on ne voit pas la fin. Dans tous les cas, explique-t-il, s'ils réagissent de cette manière, c'est qu'il y a de la provocation ou de la violence auparavant. En tout cas, l'association Calais Migrants Solidarity a indiqué que les exilés ne comptaient pas porter plainte. En revanche, l'association va présenter les documents aux défenseurs des droits. On voit clairement, en tout cas, quand même des hommes qui se font jeter par-dessus le parapet. La vidéo est en ligne sur notre site. La vidéo est assez terrible. Europe1.fr et sur le site de Nord Littoral. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va aux États-Unis avec une question: qu'est-ce qu'on fait de Bill? Voilà, c'est le titre du Washington Post qui consacre une enquête au plus célèbre Bill des États-Unis, évidemment, Bill Clinton. Et qu'est-ce qu'on fait avec Bill? Eh bien, c'est la question que se pose en coulisses le staff, l'équipe de son épouse Hillary, en course pour la Maison-Blanche, tant son ex-président de mari peut être imposant, voire encombrant. J'ai relevé pour vous cette comparaison savoureuse qui résume assez bien la situation. Bill Clinton, c'est comme l'énergie nucléaire. Si vous l'utilisez comme il faut, il vous aidera énormément de façon bénéfique. Mais si vous en faites un mauvais usage, alors ce sera la catastrophe. Bill Clinton, ou l'un des présidents les plus populaires de l'histoire des États-Unis, un récent sondage pour le Post le propulse
à 73% d'opinion favorable. Les Américains ont adoré son passage à la Maison-Blanche. Il reste aussi, il faut le dire, l'un des plus brillants orateurs du Parti démocrate, puisqu'à la convention de 2012, on s'en souvient, son discours pour la réélection d'Obama avait été particulièrement salué. Mais Jean-Philippe, cette popularité, c'est pas une arme pour Hillary Clinton, justement ? Ça dépend, parce qu'il peut prendre toute la place, Bill. C'est pour ça que les stratèges en communication déconseillent fortement à Hillary Clinton, par exemple, d'apparaître sur scène avec son mari. Là, je sors une autre image, autre comparaison dans le Post. C'est dur de briller quand vous êtes à côté du soleil. Non, mais on bronze. Voilà, par exemple, pas mal. On va le dire à Hillary. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Bill Clinton, c'est un animal politique. Alors officiellement, il n'a pas prévu de s'impliquer dans la campagne de son épouse. Lui, il se consacre corps et âme à sa fondation Clinton. Mais là encore, les observateurs redoutent un peu le pire, parce que quand Clinton lève des fonds avec des discours à $500 000 dans des hôtels hyper luxueux, on n'est jamais très loin du conflit d'intérêts. Et puis on est à milieu d'Hillary Clinton qui, elle, essaye de se la jouer un peu proche du peuple lorsqu'elle entre incognito dans un fast-food à New York, histoire de dire qu'elle est proche des vrais Américains. Bref, comme le résume le Washington Post, parmi tous les candidats potentiels à l'investiture démocrate, parmi tous les rivaux d'Hillary Clinton, aucun n'est marié avec Bill. Ça ressemble à une lapalissade. On voit que c'est un peu plus que ça. Mais c'est un vrai couple ou c'est un couple politique aujourd'hui, les Clinton ? Oh, c'est compliqué. Ils se parlent tous les jours, il paraît. C'est compliqué, c'est leur statut sur Facebook, il paraît. Voilà. Non, il paraît qu'ils se parlent tous les jours. Ils sont très proches. Ils avaient un destin très lié aujourd'hui. Voilà, c'est donc à lire dans le Washington Post ce matin. À la une de l'Écho, Axel de Terler, vous investissez dans l'immobilier. La plus grosse vente immobilière de l'année 2014, plus grosse vente du monde, a été réalisée en France. C'est une villa dans les Alpes-Maritimes, et c'est à lire dans Nice Matin. Exactement, devant Londres, New York ou Hong Kong. C'est en France, alors à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qu'a été réalisée la plus grosse vente immobilière de l'année 2014. Donc Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour ceux qui ne voient pas où c'est entre Monaco et Nice. Alors c'est une villa de 600 mètres carrés. On ne sait pas laquelle, c'est la filiale immobilière de Christie's qui a publié ce classement dans son rapport. On ne sait pas de quelle villa il s'agit. Alors c'est un classement en fonction du prix du mètre carré. Donc cette villa affiche un prix au mètre carré de 216 000 euros. Vous voyez, la moyenne nationale, c'est 2 000 euros. À Paris, c'est 8 000 euros de mètre carré. On trouve ça délirant. Eh bien, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'ailleurs, la moyenne... à Saint-Jean-Cap-Ferrat, oui, Cap-Ferrat. Là, c'est ailleurs. Voilà. Donc, 216 000 euros. Donc, ce qui fait que cette villa a été vendue 131 millions, donc tout compris. Oui, c'est le prix d'un avion de ligne. Voilà. Mais dans ce coin-là, tout est très cher. Si vous prend l'idée de vouloir acheter une maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est 44 000 euros du mètre carré en moyenne. Donc, et le prix a été multiplié par 10 en 10 ans dans ce coin-là. Pourquoi c'est si cher ? Alors, vous connaissez des gens qui achètent des maisons à plus de 100 millions d'euros comme ça ? Alors, qui achète ? Ce sont des milliardaires, évidemment, des milliardaires russes, des milliardaires des monarchies pétrolières. Il y a aussi des Chinois, des Américains. Alors, pourquoi ? Que recherche-t-on dans ce coin-là ? Je cite Nice Matin, le calme, la sécurité, le cadre de vie de la Côte d'Azur. C'est agréable à ce moment-là, quand même. Et le dynamisme de la vie nocturne. Vous voyez ? Mais non, ça, c'est pas vrai. C'est une histoire qui parle, attention. Il n'y a pas des fêtes à Monaco et tout ça ? Il doit y avoir des fêtes quand même. Alors, si vous êtes intéressés néanmoins, puisque je vois que vous m'écoutez tous, sachez qu'il y a d'autres biens de prestige à vendre dans le coin. C'est simple, les 3 villas les plus chères du monde, les 1, 2, 3 sont toutes dans ce coin-là à vendre. Et la plus chère du monde, elle est à Villefranche-sur-Mer, c'est à côté. C'est la villa Léopolda, donc c'était la villa de l'ancien roi Léopold II de Belgique. Elle est à vendre, alors je vous fais le descriptif rapide, 11 chambres, 14 salles de bain, donc prix de vente à négocier 352 millions d'euros, donc 3 fois plus cher. D'autant qu'il faut payer à l'année les 50 jardiniers, évidemment, qui s'occupent du parc de 8 hectares. Voilà. Et tout ça, c'est sans compter les frais de notaire. Voilà, donc à lire dans Nice Matin. À la télé, plus simplement, on va regarder la face cachée des transports sur France 2 à 20h50. C'est une émission qui s'appelle Nous. Oui, c'est le nouveau numéro du magazine de Marie Drucker. Il y avait déjà eu 2 numéros, alors qui a choisi de s'intéresser aux moyens de transport en France. Alors dit comme ça, c'est pas hyper sexy, sauf que la journaliste nous embarque quand même dans des endroits hors du commun. Et moi, je vous embarque dans 3 de ces sites. C'est le 18e site le plus visité en France. Et c'est une route, d'après vous. Une route la route de l'été, la Nationale 7, non ? Non. L'autoroute A75, le viaduc de Millau. Et oui, le viaduc de Millau, c'est une route qui est empruntée par plus de 4 700 000 véhicules par an. Alors il faut s'offrir pour atteindre le sommet qui est situé à 343 mètres de haut, c'est-à-dire plus haut que la Tour Eiffel, via une échelle qui est située dans un boyau étroit. Et Marie Drucker ne me démentira pas. En fait, il fait très très chaud, parce que comme tout l'ouvrage est en métal, il fait très chaud dehors, donc il fait encore plus chaud dedans. Et en fait, ils utilisent tout un système pour chasser absolument toute l'humidité de l'atmosphère. Donc l'air est très sec.
Elle a souffert, Marie Drucker. Elle est montée jusqu'au bout. Il y a une vue, c'est absolument splendide. Est-ce que vous savez quelle est la caractéristique de la route des Gorges d'Arly? C'est qu'elle est près d'Arly? C'est en Savoie. Non, Normalement, aucune idée. non, ça vous dit rien. C'est la route la plus chère de France. 66 millions d'euros depuis 1940. En fait, elle est sous contrôle permanent à cause des éboulements. Et il y en a eu régulièrement. Encore un l'an dernier, 8 000 mètres cubes de roches qui sont tombés sur la route. Et vous allez découvrir notamment ce que sont les cordistes. C'est des spécialistes de haute montagne qui sont chargés de sécuriser les routes. Vous allez voir, la séquence est assez spectaculaire. Et enfin, dernière petite question. D'après vous, quelle est la spécificité du village de Vercoq dans le Pas-de-Calais? J'espère que j'ai bien prononcé. Il est beau. Vercoq. Il est beau, Il y a un oui, il est pas microclimat. mal. Non. C'est un village aéronautique. Vous savez ce que c'est? Non. C'est-à-dire que devant vos garages, c'est pas des voitures qui sont stationnées, mais ce sont des avions. Ah, très bien. Exactement. C'est vrai Oui. C'est 18 familles qui sont installées là. Ils vivent autour d'un aérodrome, comme Paul, qui est propriétaire d'un autogire. Alors, c'est un drôle d'hélicoptère qui ressemble à un hélicoptère croisé avec un ULM, pour faire simple. Et parfois, le moteur s'arrête. On est bien là dans votre engin, vous êtes sûr? Je risque rien? Non, on ne risque rien du tout, même si le moteur tombe en panne. On continue à voler. On attend. Parce que là, vous avez coupé le moteur, par exemple. Oui. Donc Paul vient de couper le moteur. Pas peur. C'est très rassurant. Ça va bien, Et elle continue a à bien voler. atterri, il n'y avait pas de problème. Vous verrez. Donc le doc va vous emmener aussi dans les entrailles du métro, en téléphérique à Chamonix, sur la future ligne de TGV Paris-Bordeaux. Au bout du compte, ça ressemble quand même à une grande histoire, à une grande leçon d'histoire et de géographie, mais alors avec des images absolument spectaculaires. Et alors certaines séquences sont plus passionnantes que d'autres, pour être totalement honnête, mais on évite quand même le déjà vu. C'est assez formidable. Ça s'appelle La face cachée des transports. C'est l'émission Nous, présentée par Marie Drucker. C'est ce soir à 20h50 sur France 2. Petite parenthèse, Renault hier soir sur France 3. C'était génial. Ah, merci. Ça me merci, fait plaisir merci du de conseil, y Eva Rock. Voilà. Rideau sur le kiosque.